Hello. I'm not going to speak in English because I really want to be able to be precise and so try to convince the one who think that we don't have to support dying shops. So let me first. So I will speak in French. Donc je vais d'abord vous parler de ce qu'est la CMA-Est. La CMA-Est, donc c'est le bras armé de la ville de Paris dans le domaine de la protection du petit commerce et de l'artisanat. Pour ça, donc, c'est un mécanisme qui est un peu complexe, mais l'historique, pour ceux qui connaissent Paris, dans le centre de Paris, dans les années 2000-2005, le 11e arrondissement était très encombré, très envahi par les grossistes. Le maire de l'époque a décidé de réinvestir le quartier parce que d'après lui, le quartier était en train de perdre du lien social, de perdre de la valeur humaine. Et il a décidé donc de missionner la CMA-Est pour acheter des pieds d'immeubles et les louer ou les relouer à des petits commerces. Donc c'est ça, je vous ai mis quelques images pour que vous voyez quelques dates. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis vraiment intéressée par les réponses qu'il y a eu. J'ai assez envie d'avoir un dialogue avec vous parce que j'imagine aussi que peut-être vous n'entendez pas souvent parler de politique publique ici puisque vous travaillez souvent dans des structures privées. Or, le commerce, c'est certes une économie privée, mais je pense que plus que jamais, nous sommes à la frontière de ce qu'on pourrait appeler un quasi-service public. C'est-à-dire que le commerce aujourd'hui, c'est peu ou prou la question dans quelle société voulons-nous vivre ? Et par ailleurs, a-t-on encore le choix ? Donc en un mot commençant, on va prôner exactement le contraire de ce qui vous a été proposé juste avant. Mais ça, je pense que c'est le talent des organisateurs. Donc, notre vocation, comme je vous le disais, donc, c'est préserver ce commerce, encourager les initiatives et améliorer la qualité de vie. Et c'est là, même si je voulais en parler un peu plus tard, je pense qu'en fait, on a un vrai problème, en tout cas en France et peut-être partout ailleurs aussi, c'est qu'on ne prend pas en compte les externalités. On ne prend pas en compte ni les externalités positives, ni les externalités négatives. Et du coup, on arrive à un système où on ne sait plus aligner la valeur et le prix. Je m'éloigne un peu du sujet, je vais y revenir. Parce qu'un commerce, finalement, c'est plus qu'un commerce. Et quand on va acheter sa nourriture, on fait plus qu'acheter sa nourriture. Donc ça, c'est à peu près les chiffres. Et j'ai quelques, si vous voulez, j'ai quelques petits dossiers pour ceux que ça peut intéresser, notamment sur les aspects financiers, parce qu'on peut imaginer qu'on se dit, oui, Paris est une ville riche qui, du coup, peut acheter des pieds d'immeubles. Mais en fait, je pense que c'est une politique publique qui est non seulement peu coûteuse, puisqu'ensuite, certes, on achète les murs, mais on les reloue à des commerces. Et par ailleurs, et j'en reviendrai donc aux externalités, quand on installe un commerce, quand on installe une librairie dans un quartier populaire, on installe du bien-être, de la sécurité, on installe du lien, on installe des bonjours, et on fait reculer tout ce qui est en train de collectivement nous faire beaucoup souffrir, c'est-à-dire l'absence de lien. C'est pour ça que quand je vois les courses sans contact, c'est pour moi une sorte de cauchemar total. Je suis un peu cash, mais bon. Donc voilà, donc ça c'est la façon dont les étapes de commercialisation. Et encore une fois, on va mettre vraiment, bon, pour ceux qui connaissent Paris, hein, vous savez à quel point c'est une ville extrêmement dense. Et donc à quel point, comme dans une ville dense, il y a des sujets de frottement. Et post-Covid, là, il y a beaucoup de sujets autour de, par exemple,
les fameuses terrasses de Paris, comment on les aménage, la question de l'espace public, elle est redevenue centrale, comment on fait en sorte que les gens puissent vivre ensemble tout en se protégeant, enfin bref, tout ce que vous connaissez par cœur, mais qui est extrêmement vif à Paris. Donc ça, c'est à peu près le nombre de commerces qu'on a. Il y a quelque chose qui me met vraiment en joie, c'est qu'on voit que on est en train d'assister à un renouveau de l'artisanat d'art. Ça veut dire que les jeunes, notamment, jusqu'à présent, en gros, les filières artisanat étaient des filières qu'on embrassait quand on n'avait pas réussi autre chose. Et aujourd'hui, pour la première fois, il y a un vrai retour de la valeur de ces métiers de la main, de ces métiers dits manuels. Et je pense qu'en fait, ça rejoint très fortement aussi des questions d'identité, y compris des questions d'identité du territoire. C'est-à-dire qu'on voit bien que maintenant, en France, en tout cas, il y a aussi un tourisme de telle nourriture qui vient de tel pays. Alors certes, peut-être que la France, elle est un peu axée sur la nourriture, mais il y a aussi les vêtements, il y a aussi une production nouvelle. Et je pense que les gens commencent à être prêts à payer un peu plus cher, en tout cas ceux qui peuvent, pour acquérir quelque chose qui a un peu plus de sens, avec un contact humain en plus. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu, c'est des images qui, pour illustrer, donc par exemple l'impromptu, c'est une librairie qu'on a réinstallée. Moi je crois qu'une librairie c'est plus qu'une librairie, c'est de la culture, c'est du voyage, c'est de l'individuation, c'est du devenir, de l'échange. Enfin en gros je pense qu'une société sans librairie meurt. Donc bon. Et je ne pense pas que ce soit une dying shop, au contraire, elle a toute sa place même face à Amazon. Parce que ce que vous avez avec une librairie, ce sont les libraires. Et donc, vous rencontrez quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je rentre dans une librairie, je ressors toujours avec ce que je ne cherche pas. Et je pense que dans ce cas-là, j'ai affaire à un bon libraire. Donc là, c'est intéressant. Donc, on a beaucoup de librairies. On a des artisans d'art. Donc, le Viaduc des Arts, c'est 62 voûtes. Donc ça, c'est du réaménagement d'espace public, où on installe donc des artisans qui fabriquent sur place. Et par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que récemment, on a beaucoup de villes qui viennent nous voir en disant « Mais comment la ville de Paris arrive à maintenir des librairies ?» C'est vraiment, parce que je ne sais pas si vous savez, mais des quartiers comme Manhattan ou des quartiers... En fait, aujourd'hui, ils ont un énorme problème, c'est qu'ils se rendent compte que les locaux en pied d'immeuble sont vides et ils se rendent compte que sans commerce, il n'y a plus de ville. En fait, sans commerce, il n'y a pas de ville. Et ça, c'est des erreurs qui ont été beaucoup faites par les urbanistes. Et je pense qu'on est en train de revenir dessus. En tout cas, en France, c'est vraiment un sujet qui est enfin sur la table. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une ville en pensant à la périphérie, le commerce à la périphérie, où on va en bagnole. Et le samedi soir, ça reste votre activité. Honnêtement, il y a tout un pan de la société qui s'écroule à ce moment-là. En tout cas, je parle de la France. Je ne sais plus ce que je disais. Mais néanmoins, donc là, vous voyez, c'est beaucoup de l'artisanat d'art et bien sûr les nouveaux artisans. Beaucoup de nouveaux artisans qui travaillent sur l'économie circulaire, les chutes, réutilisées. Il y a vraiment une jeunesse qui consomme complètement autrement. Qui ne consomme plus de textiles ou très peu de fast fashion, qui va se tourner vers la friperie, qui va se tourner vers... en tout cas, qui va joindre ses convictions. Il y a une jeunesse qui est très, très écologique et qui va déjà incarner dans les actes ses convictions. Ça veut dire que le do-it-yourself a vraiment le vent en poupe à Paris. Et moi, je pense que Paris, très souvent, est une ville intéressante aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ensuite résonnent dans le reste du monde. Donc, c'est toujours des tendances intéressantes à suivre. Donc là, vous voyez, donc c'est les commerces de bouche et bien sûr la diversité, parce qu'on pense qu'une des difficultés qu'on a, par exemple, dans le Marais, pour ceux qui connaissent, c'est qu'on s'est rendu compte que les grandes enseignes
on formait une sorte de centre commercial dans le Marais, à ciel ouvert, qui est devenu donc uniformisé, standardisé, et que ce faisant, le quartier a perdu son âme. Donc nous, notre volonté, on travaille beaucoup, c'est réinstaller la diversité. Donc là, vous voyez, on a même réussi à réinstaller un poissonnier en plein Paris, et je vous jure que c'est pas facile, parce que, encore une fois, les bâtiments sont parfois un peu usagés, et il y a quand même une question de déchets à gérer derrière. Donc là, c'est un peu plus détaillé, un peu plus technique. Ce sont les quartiers où jusqu'à présent, on intervient. Il y a eu de nouvelles élections, donc on va voir comment la CMAEST va intervenir si elle intervient dans d'autres quartiers. On a énormément de problèmes. J'ai l'impression que parfois Paris concentre les difficultés du monde, c'est-à-dire que vous avez probablement, avec beaucoup de migrants, une population qui est extrêmement pauvre, et vous avez aussi parmi les fortunes les plus riches. Donc c'est vraiment une ville de contraste. Et on voit bien que quand on arrive à réinstaller de la diversité commerciale, par exemple dans les quartiers populaires, on installe aussi beaucoup de sécurité. Hier soir, on parlait de, pour ceux qui connaissent Jane Jacobs et la théorie Eyes on the Street, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand les pieds d'immeubles sont occupés et que les commerces sont là, alors il y a une forme de régulation invisible qui se fait par les yeux, par le regard. Ça, c'est quelque chose que j'ai implanté quand je suis arrivée, qui s'appelle un testeur de commerce. En fait, ce que je constatais, c'est que on a énormément de jeunes qui sont sur le web et qui ne vont pas franchir le frein de prendre une boutique, parce qu'on a une législation en France qui est extrêmement restrictive, contrainte en tout cas, et en gros, quand vous prenez un local, un commerce, vous vous engagez pour 3, 6 ou 9 ans, et en plus, il faut vous laisser un dépôt de garantie, enfin c'est extrêmement engageant. Donc c'était un frein à la création. Du coup, en créant le testeur de commerce, on en a 2 à Paris. L'idée, c'était de permettre à des personnes qui ont une idée de business de le tester sans prendre de risques, en fait de permettre l'échec. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je porte énormément, qui est, s'il vous plaît, venez échouer, venez vous planter, vous prendrez peut-être, vous perdrez telle ou telle somme, mais on sait combien vous perdrez, et puis si jamais ça marche, c'est magnifique. Donc moi, je suis assez fière il y a une 50aine de projets qui sont passés dans les testeurs de commerce, et il y en a 50% qui ensuite ont pris une boutique, mais c'est toujours des concepts qui sont très nouveaux et qui vont être par exemple autour de la location, notamment de vêtements. Ça, j'ai vu arriver, on voit arriver aussi, notamment dernièrement, on a installé, grâce aux testeurs, ils ont testé 4 mois, la location de vêtements pour femmes enceintes et pour enfants jusqu'à 6 ans. Et en fait, c'est vrai qu'on se retrouve tous avec des tonnes de fringues quand on a des enfants bébés dont on ne sait pas quoi faire, alors qu'on a aussi un sujet d'industrie extrêmement polluante. Donc ils essayent. Et moi, je pense qu'il faut absolument encourager ceux qui essayent. On a créé aussi un réseau qui s'appelle Costo, avec un super jeu de mots en français, Connected Stores. Costo, ça veut dire fort. Donc, où là, vraiment, notamment pendant le lockdown, qui a été une période très anxiogène, parce que tous ces petits commerces se sont retrouvés en obligation de fermeture administrative, sans doute comme chez vous. Et du coup, on a bien sûr fait des webinaires. Il y a eu un vrai soutien. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée que c'est pas une économie contre l'autre, mais c'est vraiment une hybridation de l'économie de proximité qui doit permettre de continuer à penser fondamentalement comment on organise la ville. Bon, ça vous intéresse moins, c'est plutôt en interne. Donc, on est sollicité par d'autres villes en France. Et ce que je vous disais qui était intéressant, c'est qu'on est sollicité aussi à l'international. Et récemment, mais avant le Covid, on a la Corée qui est venue nous voir, la Corée du Sud, en nous disant mais alors comment vous faites pour garder
des petits commerces à Paris, comment vous faites? Et on les a emmenés sur le viaduc des Arts, donc qui était vraiment une place dédiée à l'artisanat. Je surveille l'heure. On les a emmenés et en fait il y avait le vice-président en charge du ministère de la Culture, et en fait il nous expliquait qu'ils avaient face à eux une population de jeunes qui étaient très remontés, très en colère, parce qu'ils trouvaient que la part faite aux artistes dans leur pays était négligée. Et du coup, ils venaient en France pour voir mais comment vous faites pour les artisans. Et ils ont été, et je trouve que c'est assez représentatif des choix qu'on a à faire sur le commerce, ils ont été très très intéressés, voire estomaqués. Toute la délégation était morte de rire, tout simplement parce qu'ils ont vu qu'on avait installé dans le viaduc des endroits où les gens produisent là où ils vendent. Et en fait, l'idée de rassembler sur un même endroit la production et la vente était un truc qui n'arrivait pas à conceptualiser. Et je pense que c'est un énorme mouvement. Et à vrai dire, moi-même, je n'avais pas compris à quel point ça pouvait être si révolutionnaire. Mais on voit bien que, en tout cas, ils sont repartis avec l'idée que ça pouvait être produire et vendre au même endroit. Ça peut être aussi une solution pour reconstruire du lien. Ça c'est de l'aménagement, je n'ai pas assez le temps. Donc les commerces qu'on appelle les commerces culturels et qui sont donc probablement ce que vous appelez aussi les dying shops, les librairies. Là effectivement il y a un coût de la part de il y a donc un choix de la part de la ville de Paris de s'investir et de faire des loyers qui sont en dessous du prix du marché, parce que vous le savez, Paris, comme les autres grandes villes, explose sous l'augmentation du foncier. Et du coup, c'est là qu'il y a un vrai choix politique. C'est maintenir une librairie. Certes, normalement, c'est la loi du marché. C'est le principe de du libre commerce et de la libre installation, une directive européenne. Donc la question, c'est est-ce que quand même, on peut faire bénéficier certains commerces pas d'une subvention, ou alors d'une subvention indirecte, parce qu'on peut considérer que finalement, c'est essentiel pour une ville. Donc voilà, donc on a réinstallé beaucoup de librairies. Et là aussi, on voit avec la jeune génération de plus en plus de librairies qui vont totalement investir le côté un peu hybride, d'autant plus qu'en France, on a le préfixe du livre, ce qui est évidemment compliqué. Ça veut dire que c'est le delta. En gros, plus vous vendez de livres, certes, mieux vous gagnez votre vie, mais en vrai, comme le prix du livre est assez bas, ce qui va déterminer votre salaire, c'est le foncier, c'est votre loyer. Donc on voit bien, donc les libraires sont en train d'essayer aussi de réinventer. Souvent, ils font salon de thé, ou ils font des animations, ils font venir des auteurs. Et il y a une édition, par exemple, très très riche dans le secteur de la jeunesse. On voit énormément de littérature enfantine se développer, notamment via ces réseaux qui incluent les écoles. Et qui donc, vous avez peut-être entendu parler du concept de la ville du quart d'heure, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à reformer aussi, même dans une ville-monde, des villages. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une librairie traditionnelle qui était menacée aussi par les grandes enseignes qu'on a rachetées. Et là, je vais vous donner quelques chiffres sur les métiers d'art. Après, il me reste 55 secondes pour aborder vraiment pour moi la question des indicateurs. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, tant qu'on n'inclura pas dans nos coûts les externalités, encore une fois, si Amazon peut avoir des bénéfices aussi importants, c'est grâce à nos routes, c'est grâce à nos éboueurs. Et à aucun moment, dans le décompte de nos tableurs Excel, il y a cette partie qui est donc financée par nos impôts qui apparaît. Donc, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Ça, ce sont les externalités négatives. Et je ne parle pas de la pollution, mais il y a aussi des externalités positives. Quand on installe une librairie ou un autre commerce de bouche,
on installe de la sécurité, on permet peut-être aux personnes âgées de rester un peu plus longtemps chez elles. Donc je pense que tant qu'on ne changera pas, et si j'avais quelque chose que j'aimerais vraiment porter aujourd'hui, c'est que tant qu'on ne changera pas notre façon d'évaluer les choses, de compter les choses, on ira dans le mur. C'est pas très optimiste, voilà.